시작하도록 하겠습니다. Nous allons commencer la session numéro 3. 네, 잠시 휴식 시간은 잘 가지셨는지요? Merci. 세션 도중에 J'espère que vous avez eu une bonne pause. 음질이 매끄럽지 못했던 점 사과드립니다. Il y a eu 미리 quelques 양해해 주시면 difficultés 감사하겠습니다. techniques. 또 긴 시간이지만 이렇게 Merci de 끝까지 votre 함께 해주신 모든 compréhension. 관객분들께 Je 기쁨을 voudrais également 인사드립니다. vous 그럼 오늘의 remercier 마지막 세션, 세 d'être 번째 là jusqu'à la 세션으로 fin 무형유산과 양질의 de 교육에 notre 대해 훨씬 session. 자세하게 Commençons la 토론해 troisième 주실 session 수잔 sur le 슈노트겐 patrimoine 유네스코 vivant et 무형유산과 l'éducation de 영역 강화 qualité. 팀장을 좌장으로 Nous aurons 해서 Suzanne 아드리아나 몰라노 Schnutken, 콜롬비아 chef de l'unité de renforcement des 문화분석관과 capacités 바데리 바하두르 탐ang 교실에서 de 만나는 l'entité du 무형유산 patrimoine, 참여 qui sera 선생님 notre 그리고 animatrice, 3일을 ainsi que 아다르주 Hale 유네스코 Ruzia, 모로코 대표부 Adriana 이사님을 Molano, 함께 무대에서 Samira 모시겠습니다. Dara, Yao 현장에서 참여해 Ido, 주실 거고요. ainsi 헤일라 que 로치시시카 Monsieur 로드대학교 Samira Dara. 사칭성자 Nous 교수와 aurons trois membres du panel 아오이두 유네스코 국제교육부 en 국장은 personne et 온라인으로 deux personnes 함께해 sont en ligne. 주시겠습니다. 여러분 큰 Nous aurons 박수로 donc 부탁드리겠습니다. une discussion Miss avec Susan, ces Miss 5 Susan, you may membres have du the floor. panel. Donc, souhaitons-leur la bienvenue. You may have the floor. À vous la parole. Thank you very much. Merci And beaucoup. hello, good afternoon, good morning to Bonjour those who tout are le connected. monde. I'm very, very pleased to Bonjour à welcome ceux you qui to sont en this ligne. session on living Je suis très heritage heureuse de and vous souhaiter la bienvenue à quality cette education. session sur You already le patrimoine kindly vivant presented et us. My name is l'éducation de Susanne qualité. Schnutgen and Je I am m'appelle from Suzanne UNESCO. Schnutken et je suis employée de The topic l'UNESCO. of today's session is living Donc heritage and aujourd'hui, on quality parlera du education. patrimoine vivant et And de l'éducation de we qualité. want to look at the connections of these Et two nous allons fields, étudier living heritage les and liens learning on the entre one hand ces and deux domaines, education on the le other. patrimoine And vivant we et want to understand l'éducation. why this Et nous voulons connection donc is so comprendre important pourquoi ce and lien why est it is si so important, important, particularly today, because notamment you may be aujourd'hui, aware, but car je UNESCO ne sais pas si published a vous en êtes au report on courant, the mais futures of l'UNESCO vient education, de and we publier un have rapport sur observed l'avenir de that really we l'éducation have a et il learning s'est crisis. avéré qu'il existe une Education crise en systems matière around the world d'apprentissage. Les are not systèmes able d'éducation à l'échelle anymore to mondiale meet the ne sont plus en expectations mesure of de the répondre learners, of the aux families, attentes of the des parents. apprenants, des What familles, is des wrong? parents. What is happening? And what Donc, qu'est-ce qui se living passe heritage actually et comment contribute to address this learning crisis? le patrimoine vivant This is peut-il the nous aider topic à faire that face à cette our crise? distinguished Donc, panelists are going to talk about today. c'est le sujet I dont would nos like panélistes to quickly see discuteront. I know, I think we're having the film before we connect the other Donc, nous panelists. aurons la vidéo avant l'arrivée Then des let autres me just panélistes. frame a little more Donc, our permettez-moi conversation. de vous donner So quelques we have a informations learning sur nos crisis and discussions. UNESCO has started Il a existe cette couple of crise en years matière ago d'apprentissage a et new program, l'UNESCO, an il y a quelques années, a intersectoral lancé un program on nouveau living programme heritage and intersectoriel education sur le patrimoine because vivant et we saw a l'éducation, strategic advantage for both, car il for the existait un education avantage sector and for the stratégique pour culture les sector. deux secteurs, le Our secteur culture, culturel et de integrating living l'éducation. heritage and education allows Donc, la us to have a culture, broader en intégrant le socially patrimoine vivant, nous permet d'avoir and une from the approche perspective plus of education, globale pour ce qui est de nos it can efforts de help sauvegarde. Et increase the du point de vue de relevance of l'éducation, education, ça but nous it's aide à also améliorer la very important pertinence de these days, l'éducation. La pertinence and to help est un attain concept très important sustainable et development ça nous goals aide that Ban aussi Ki-moon has à talked atteindre about les this objectifs de morning. And développement it's durable number 4 dont on Ban quality Ki-moon a education and parlé. lifelong Il y a learning. l'objectif numéro 4 So it's related sur l'éducation de to qualité. citizenship, Donc, c'est sustainable lié development, au appreciation of développement cultural durable, à diversity, the l'appréciation role de of la culture, understanding de la growth of culture diversité, and development, la capacité and de promoting comprendre mutual la understanding of culture, peace. ainsi que la What compréhension then is the mutuelle. connection between living Donc, heritage ce lien entre le and patrimoine education vivant et bring to these l'éducation larger peut issues of apporter this quoi learning crisis? pour nous permettre de faire face à cette Yes, crise I think we d'apprentissage? can start with a little Oui, film on like we peut did in the commencer other avec sessions. We une have courte a vidéo. young
Nous avons une jeune personne de Ghana ou non, c'est le film. Hello everyone, my name is Rohi El-Sisi, Bonjour an tout le monde, ICH je support m'appelle Roly facilitator in the Cissé. Gambia. Je Safeguarding travaille ICH intangible cultural heritage is en la important Gambie. to me La because it is my protection du identity. patrimoine It culturel will est quelque enable the chose younger d'important pour generation moi to car have c'est an une question idea de mon of their culture identité. and heritage. Ce One patrimoine ICH permettre element in my aux jeunes community and we love to personnes de discuss comprendre are leurs traditional origines. songs or indigenous songs. They are Moi, locally je called chante des Ngantin chansons Denkilos. These traditionnelles are songs that are meant to be sung on ce sont des traditional chansons events qui sont like wedding être ceremonies, chantées lors des initiative activités ceremony, which is the traditionnelles, passage of les rites and taboos. mariages, Each and les every one cérémonies of these songs have a d'initiation. connotative meaning. Chacune des They meant chansons something. The a elderly people un sang sens these songs to the important. younger ones so Les that they aînés can teach them chantaient ces about chansons aux societal jeunes norms, personnes values, and pour ethics. les apprendre les Tambaude normes faran sociétales. tambaude, tambaude faran tambaude. These are songs for traditional gifts when they were receiving the Ce colonial sont des slave chansons Apiendaba. So each and every traditionnelles one of these songs have a connotative et meaning. donc They meant something. One challenge of this ICH element is not being practiced by the younger un generation. défi, c'est le But I'm fait very sure if they que are les integrated in jeunes both our personnes formal and non-formal ne sont pas au education courant de system, it is l'existence de going ce to be very patrimoine useful. When they are immatériel. integrated in our formal education Lorsque ces system, chansons it is sont going to intégrées make dans sure notre that the living système de heritage does not l'éducation, die. The young ça va people faire en at school sorte will que have the le access to learn patrimoine about their societal norms, immatériel values, and perdure. ethics and Les jeunes promote peaceful personnes coexistence auront among de them for l'enseignement the sur element to be leur safeguarded. When it comes to our non-formal culture. education system, the community Pour ce qui themselves, est de they are the notre experts. système They know d'éducation better informelle, about les membres ICH. de la So when they communauté have the sont chance les to workshops, experts. seminars, and Donc, awareness creation on how to en safeguard leur their intangible montrant cultural les heritage, it ateliers is going to et les play a séminaires, major role en now fait, in ces ICH activités safeguarding. jouent un rôle très Because important pour ICH, ce qui est de la our sauvegarde intangible du cultural heritage, they PCI. are not taught in Notre school. We don't PCI, have c'est the pas chance to quelque chose learn them in our qui est school. enseigné And à as a l'école. child in the Gambia, Comme and I enfant de believe la Gambie, every other child in the et je world, crois que will be cela very s'applique à glad to tous see les that enfants we du learn monde, en about our fait, culture. Because if we do ça not serait know bien about de our leur culture today, apprendre it will notre be hard for us culture. to know where we Si are going. nous Because n'en if you sommes don't pas au know where courant, you are ça coming serait from, difficile your de destination will be définir going to be notre somehow. Because our orientation. reality, our identity is our culture. Notre So réalité, we notre will want it identité, to c'est be notre integrated in our culture. education Donc nous system voulons qu'elle so soit that we intégrée dans can notre have access to système learn about them. éducatif. Because right now, they are not taught À in l'heure our actuelle, ce n'est schools. pas quelque One chose qui thing est that worries enseigné me about à nos ICH écoles. safeguarding is the issue of Une chose qui me globalization. trouble à My propos question du to the world leaders is, PCI, c'est what la are the question de la current plans that you mondialisation. have at hand Ma to question make sure that our pour les ICH dirigeants du elements monde, are vous being avez quel plan integrated pour in que our le schools to PCI promote quality soit education? intégré dans les systèmes d'éducation? Wow, that's a powerful speech and a big question. Yes, applause. Wow, quel message Applause très for, fort. for Applaudissements Rohi pour Sisai, who Rohi is fluently Sisay, connected from qui the Gambia. This was a lovely nous video a envoyé sa vidéo setting depuis the la tone of this Gambie. particular C'est panel. une très belle Could we vidéo now pour please, lancer le ton de ce all the panel. viewers online, see who is Est-ce qu'on online? There is peut our maintenant voir qui est en colleague ligne? Ido Yao. So Notre he's the director collègue of Ido the Yao International est Bureau of en ligne. Education. Hello, Il est Ido. le Can you hear us? directeur du Bureau international de l'éducation. Yes, I can hear you properly. Great. Good morning, Ido, everyone. Good. pouvez-vous And then nous here to entendre? my Oui, je left, vous entends. we have Professor Ensuite, à ma gauche, Ayla nous Lotz from avons South la Africa. professeure Also hear us, Ayla? Heila Lotz d'Afrique du Sud. Est-ce que vous nous entendez également? Great. Oui, I just wanted to check that you were bonjour, well chers connected. collègues. Oui, je vous entends. Voilà, je voulais simplement m'assurer que vous étiez connectés. Start with our speaker from Nous Nepal, voudrions Mr. Badri commencer Bahadur avec Tamang. notre Mr. Badri orateur Bahadur du Tamang, you are a Népal, teacher Monsieur at Mahela Badri Secondary Bahadur Tamang. School, which is a public school in Nepal. Monsieur And Badri you have Bahadur over a Tamang, vous decade êtes of enseignant experience à in la teaching Mahendra in different Secondary schools School, une and école publique au colleges. Népal. And a little Vous while avez ago, plus d'une décennie d'expérience while dans you were l'enseignement dans student at différentes the écoles et Ganesh Secondary collèges. School, you became En a teacher. And I 2020-2021, said, alors que vous enseignez teaching l'anglais with à tangible cette école cultural secondaire, vous êtes heritage in devenu chef schools d'équipe du in projet de Asia l'UNESCO, Pacific. enseigner avec le Could patrimoine you culturel tell us immatériel dans about your les écoles experience in d'Asie-Pacifique implementing this au UNESCO Népal. project? Pourriez-vous nous parler About the de l'expérience de process la mise en œuvre impact de on ce the projet de students l'UNESCO, of your school? du processus You have the
et de l'impact qu'il a eu sur vos élèves. À vous la parole. Merci. Bonjour Suzanne, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Avant de commencer, je voudrais remercier l'UNESCO et le gouvernement de Corée pour avoir permis à tous les interlocuteurs venus du monde entier de se réunir aujourd'hui. Avant de parler dans la perspective de l'éducation, je vais commencer par une introduction. J'ai été euh, euh, l'un des acteurs du projet de l'UNESCO enseigné avec le patrimoine culturel immatériel dans les écoles d'Asie-Pacifique au Népal. Je voudrais partager un peu sur le processus, d'abord la mise en œuvre du projet de l'UNESCO et enfin l'impact qu'il a eu sur les élèves. On peut mentionner l'impact que le projet a eu sur la crise de l'apprentissage tel qu'il a été relevé à l'UNESCO. Pourquoi ce terme? Eh bien, c'est quelque chose qui m'est très cher. Je pense que nous sommes réellement face à une crise de l'éducation. L'une des raisons que je citerai suite à ce projet, c'est l'écart entre les familles et l'école. Je parle dans le contexte de l'éducation formelle. En termes d'éducation formelle, on pense que l'apprentissage se déroule seulement dans la salle de classe. Alors qu'au Népal, on sait très bien que ça ne se déroule pas seulement dans la salle de classe. Il y a peut-être des barrières, des obstacles à l'apprentissage, à mon sens, qui sont le port de l'uniforme, vraiment le cadre scolaire. Et je pense qu'il est bon pour les élèves d'avoir l'opportunité d'apprendre en dehors de l'école. Ils apprennent aussi chez eux, à la maison, aussi bien que dans la salle de classe. Mais les enseignements de la maison, après à la maison, ne sont pas ensuite transposés dans la salle de classe. Donc, je pense qu'il y a un écart là qu'il faut combler. Et le sujet d'aujourd'hui est très important, l'éducation de qualité, la crise de l'apprentissage. Encore une fois, c'est lié au patrimoine culturel immatériel en matière d'éducation. Je pense que pour résoudre cette crise, nous devons parler du patrimoine culturel immatériel dans les salles de classe. Nous devons avoir une éducation là-dessus. Comment faire des jeunes des citoyens internationaux afin qu'ils puissent former les compétences nécessaires pour évoluer dans ce monde. Et encore une fois, c'est en lien aussi avec l'éducation en matière de développement durable. On parle de durabilité sociale et le patrimoine culturel immatériel a trait à différentes pratiques, différentes traditions sociales, aussi bien qu'à la durabilité environnementale. Et bien sûr, il met l'accent sur les approches locales pour favoriser la biodiversité et atténuer les risques des catastrophes naturelles. C'est quelque chose que nous connaissons dans nos façons de vivre traditionnelles, dans nos pratiques agricoles traditionnelles, notre artisanat, nos activités liées aux produits locaux et d'autres. Et nous avons besoin aussi d'apprentissage au point de vue émotionnel pour contrer l'agressivité qui se développe. Nous avons besoin aussi d'éducation en langue maternelle.
lorsqu'on met ça en place, on fait de la place pour nos langues locales. On peut rendre les enfants locuteurs actifs de la langue et proactifs. Le processus en question a été mis en place au Népal dans 2 municipalités importantes, l'une au nord et l'une au sud du Népal, dans le district de Katmandou. 473 étudiants ont participé, 4 responsables d'école et 2 responsables de l'éducation, ainsi que de nombreux professeurs. Et de nos municipalités, au sein de nos municipalités, 2 écoles ont été sélectionnées. L'une des écoles sélectionnées était mon école où je travaille et je voudrais remercier mon directeur qui m'a nommé chef d'équipe sur ce projet. Je me suis demandé si c'était quelque chose qui avait trait plutôt à des études sociales ou quelle serait vraiment la teneur du projet, comment les différentes matières seraient traitées, mais ça s'est fait très bien. Et on a fait appel à plusieurs enseignants de différentes matières, des mathématiques par exemple, un expert de la communauté et d'autres membres de la communauté. Il y avait 2 ONG qui étaient là pour nous aider et un observateur des Nations Unies était présent aussi à chaque étape pour nous permettre d'apprendre. On a mis en place des ateliers et ensuite on a pu mettre en place un cadre d'action. On a pu tracer le contour du contexte et ensuite voir comment mettre ça en perspective et enfin trouver des recommandations et les mettre en œuvre. En tant qu'enseignant, je peux dire qu'il y a eu des défis liés à la COVID-19. Nous ne pouvions pas toujours avoir des discussions en personne. Beaucoup étaient des sessions en ligne interactives. Et lorsque nous avons enfin pu nous réunir en personne et discuter, ce projet a été un grand succès. Lorsque nous sommes assis avec des différents enseignants, nous sommes réunis, les différents membres de la communauté ont participé à l'élaboration du plan. Il y avait une très, très bonne coopération à tous les niveaux. Pour mon école, j'en suis très fière et très reconnaissant. Alors voilà, à cette page, mon école, nous avons une membre du conseil municipal. Je vais la remercier et également remercier l'UNESCO pour avoir couvert notre histoire dans ce numéro. Nous avons défini nos priorités, puis nous avons mis le plan en exécution. Dans ma localité, la communauté de Tamang, une des communautés autochtones, tient une célébration pour le Nouvel An. Il y a un aliment
on consomme le kapchi et on a mis ça en lien avec les maths et les études sociales. Alors, comment on a fait ça? On a dit qu'il y avait des coutumes et des tenues traditionnelles, bien sûr, la danse qui entrait dans les traditions sociales. Les élèves se sont rendus dans la communauté, ils ont parlé avec les membres de la communauté, rassemblé des informations et ils ont rédigé un texte. Et donc, on a travaillé sur les compétences écrites et enfin, on a parlé pour les maths de différents matériaux dont ils avaient besoin. On a fait quelques opérations. On a mis en place une exposition aussi et on a parlé de la façon dont le plan les impactait. Ils pouvaient parler de la nourriture et là-bas et nous avons tiré les conclusions du projet. Les élèves ont pu développer leurs compétences modernes, comme on dit, de communication et de travail en groupe. Et nous avons aussi remarqué une forte baisse du taux d'abandon dans les salles de classe. C'est super, parce que c'est vraiment une très, très belle conséquence. J'espère que je pense que nous devrions presque suivre un cours sur ce projet. Alors, je pense que nous allons devoir continuer. Quel a été l'impact le plus grand, selon vous, de ce projet? C'était peut-être de rassembler les gens, d'avoir une expérience d'apprentissage plus, plus significative. Alors, merci beaucoup, Monsieur Badripatu Otama, parce que vous nous avez donné dès le départ une idée très concrète de ce que ça veut dire de ramener l'éducation et le patrimoine sur le même plan. Je voudrais maintenant nous tourner depuis l'Asie vers l'Amérique latine. Nous avons Son Excellence Madame Adriana Molano parmi nous. Votre Excellence, vous êtes vice-ministre du Développement régional et du patrimoine au ministère de la Culture de Colombie. Vous êtes en même temps une anthropologue respectée et l'une des principales expertes du patrimoine culturel immatériel en Amérique latine. Vous avez dirigé de nombreux projets de politique culturelle participative visant à renforcer le tissu social des communautés afrodescendantes, autochtones et paysannes du point de vue du patrimoine. Vous avez aussi été directrice générale du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Amérique latine, de CRESPIAL, de 2017 à 2020. Là, vous avez élaboré et mis en œuvre une stratégie de renforcement des capacités et des projets éducatifs adaptés aux pays de la région. Adriana, pouvez-vous nous expliquer comment le lien entre le patrimoine vivant et l'éducation contribue à la construction de la paix en Amérique latine? Je pense que ça a été parmi les questions que vous avez traitées dans votre expérience. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Quelles sont les opportunités et les défis actuels à cet égard? La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais parler espagnol car c'est ma langue maternelle. Je vous donne un petit peu de temps pour vous brancher sur l'interprétation. D'abord, c'est un réel plaisir de revoir ma famille et mes amis de l'UNESCO. Alors, merci. Merci également au gouvernement coréen.
Je vais parler de 3 points. D'abord, j'aimerais parler de l'aspect culturel. Ensuite, de la relation entre le patrimoine vivant et l'aspect culturel. Et ensuite, de comment mettre cela en place dans notre système éducatif aujourd'hui. Nous sommes encore en train de travailler à ces aspects. Nous allons, nous parlons de 3 types de violences dans ce contexte. D'abord, la violence par les armes à feu. Nous sommes incapables de résoudre ce conflit. Ensuite, nous parlons aussi de la violence résultant des inégalités. C'est un type de violence très prégnant en Amérique latine et dans le reste du monde. Nous pouvons voir la façon dont les inégalités produisent énormément de discrimination, souvent contre les femmes ou des formes de racisme et différentes formes de discrimination sociale. Et enfin, on parle aussi de violence sociale. Et on parle peu de la façon dont cette violence impacte des pays comme la Colombie, le Mexique ou le Chili. Il y a bien sûr de la violence résultant du narcotrafic et cela a mené à des actes très violents au sein de notre jeunesse. Donc, ça nous amène à nous poser la question, dans la perspective du patrimoine culturel immatériel, comment trouver la paix et la réconciliation? Et si nous parlons bien de réconciliation, dans certains pays comme la Colombie, nous devons parler de nous ne pouvons parler de paix parfaite car nous devons d'abord résoudre ces conflits violents. Au cours des 20 dernières années, nous avons signé plusieurs traités de paix avec des organismes ayant différents interlocuteurs et essayant d'établir la paix. Et ce n'est pas un cliché ici. Vous devez vous trouver vous-même en tant que membre de la société. Vous devez préparer votre cœur à cela. Et c'est pour cela que le patrimoine vivant est essentiel. Il est associé à notre spiritualité. Il en appelle à l'être humain et l'être social en nous. Donc, c'est une notion très importante pour la vie en société. Ces formes de violence, ces formes d'inégalité veulent dire que nous devons travailler à des politiques au niveau gouvernemental pour nous assurer aussi que le patrimoine culturel immatériel a un rôle à jouer. Et ce rôle, bien sûr, a trait à la diversité. Nous parlons du concept de justice sociale. De notre point de vue, ça a beaucoup à voir avec les droits humains. Comment trouvons-nous une façon de valoriser le patrimoine culturel immatériel que possède mon voisin à côté de moi? Nous nous demandons souvent
comment garder ce patrimoine culturel immatériel en vie afin de trouver la clé de la résilience. Un processus de paix a été amorcé il y a plusieurs années et à l'époque, nous pensions pouvoir parvenir à la paix. Il y a eu un processus de désarmement entamé et les gens pouvaient déposer leurs armes et se rendre au sein de communautés qui avaient été par le passé leurs victimes. Nous avons compris à cette occasion que le patrimoine immatériel peut être d'une importance capitale pour la réconciliation entre les peuples. C'est de cette façon que nous avons défini une relation très claire entre les membres de la société. Et aujourd'hui, on connaît bien cette région car ils sont parvenus à la paix entre les anciens membres des guérillas qui terrorisaient les habitants et les habitants eux-mêmes tous vivent maintenant en paix. Et donc, ça nous apporte une meilleure compréhension de ce que représente le patrimoine immatériel. J'ai un autre exemple également, un exemple concernant un massacre. Je pense qu'il s'agissait de personnes africaines dans des communautés d'Amérique latine. Il y a des rituels des communautés afrodescendantes qui existent en Amérique latine. Il y avait des rites funéraires qui existaient et ces rites étaient interdits. Des chants étaient interdits. C'était terrible pour ces communautés parce que c'était leur façon de communiquer avec leurs ancêtres après les massacres qui avaient eu lieu. Après ça, les communautés ont décidé que si elles devaient guérir et pouvoir se rétablir, elles devaient reprendre la pratique de ces chants. C'était vraiment nécessaire à leur guérison. Et j'ai un autre exemple également, c'est la réparation culturelle, la réparation du sociale qui a été détruite par la violence armée et par d'autres phénomènes, la colonisation dans le cas présent. Nous avons retrouvé un masque qui a été retourné au gouvernement colombien par le gouvernement allemand, le masque de Cogis. L'Allemagne a décidé de restituer ce masque à la Colombie. Et ce sont des types de masques qui ont des propriétés spirituelles qui sont liées à des rituels de conservation. Ce sont des masques très importants. Ils sont utilisés pour préserver la nature. Et ce sont ces rituels utilisant les masques qui ont permis aux communautés de faire perdurer leur relation avec la nature. Et le gouvernement colombien a décidé de laisser ces masques aux personnes même qui les possédaient. Ça montre la reconnaissance
des personnes autochtones en tant que détenteurs d'un savoir qui est tout aussi important que les savoirs occidentaux. Et enfin, un sujet très important, lorsque nous parlons de patrimoine culturel immatériel et de la construction de la paix, c'est la- les liens au sein des communautés. Comment favoriser l'expression des communautés concernant leur propre économie et leur propre culture. Comment associer cela à l'éducation? Je suis d'accord avec mon collègue ici. Nous avons de plus en plus de crises qui émergent depuis les 20 dernières années. Et nous avons du mal, c'est ce que ça montre, nous avons du mal à intégrer ces concepts dans l'éducation. Je me demande comment faire face à ces violences, comment reconstruire la paix. Est-ce qu'il nous reste encore du temps? J'ai un exemple. La réduction des inégalités au point de vue du système éducatif. Comme je l'ai dit, nous avons différentes catégories d'éducation formelle et informelle. Dans les zones de guerre, nous avons rencontré des personnes dans ces zones les plus difficiles du pays de la Colombie. Dans ces zones, depuis l'arrivée de la paix, nous avons pu ouvrir de nouvelles écoles. Nous pouvons amener des pièces de théâtre, des balades où les élèves peuvent discuter de ces conflits et peuvent avoir une réflexion de groupe sur les conflits. Et nous devons comprendre que ce n'est pas seulement quelque chose qui ne doit pas se reproduire. Ces écoles travaillent sur l'écologie également et la façon de définir les territoires et aussi la possibilité de développer nos propres régions. Par exemple, au Mexique, où les propres écoles et les centres de transmission ont été créés. Nous savons que ce n'est pas possible partout en Amérique latine. Bon, je voudrais parler de deux autres exemples. Un gros fial. Oh, on manque de temps. Alors, un autre exemple, c'est un travail qui a été fait avec les technologies dans une région rurale et une région urbaine. Nous voulions amener les enfants pour qu'ils puissent entrer en contact avec le patrimoine immatériel. Une des premières choses que nous avons faites était que les parents ne voulaient pas que les enfants travaillent avec le patrimoine culturel immatériel. Alors, ceci nous montrait que le colonialisme était puissant dans certaines régions. Je vais passer à la conclusion dans ce cas-là, comme je manque de temps. Alors, la diversité est importante dans le processus de l'éducation. Alors, ceci encourage l'apprentissage et l'identité grâce au processus de contextualisation. Et pour l'éducation, il faut qu'on considère les contrats sociaux différents, bon, la pédagogie,
et les différentes pratiques ont de restaurer la culture, l'apprentissage. Bon, c'est si important. C'est pourquoi la culture et le patrimoine devraient être impliqués dans l'éducation. Lorsqu'on apprend en examinant des œuvres d'art, c'est mieux. Ceci devrait être inclus dans le système pédagogique, le système éducatif, d'apprendre avec ces œuvres d'art. Bon, il y a une commission sur la vérité qui a été établie et par la loi, et il faut que ça soit intégré dans l'éducation. Mais plusieurs écoles ont généré des processus avec les jeunes pour créer des pièces de théâtre, pour faire revivre des souvenirs, des mémoires. Et c'était mon dernier point. Thank you very, very much. Merci beaucoup, beaucoup. Miss Adriana Molano. I think you really, took Je us, pense que oui, vous nous avez on what fait faire une réflexion profonde, Madame Molano, sur la crise et la gravité des dossiers auxquels nous devons faire face. Mais en même temps, comme pour le panel précédent, on a eu la notion d'espoir qui est ressortie. Ce que vous avez partagé, c'est aussi plein d'espoir parce que vous avez vécu des expériences où le pouvoir du patrimoine culturel et matériel peut aider à la guérison. Alors, c'est un outil d'apprentissage, peut-être un processus d'apprentissage durant toute la vie, où le patrimoine culturel et matériel fournit un espace pour l'apprentissage. Alors, ce n'est pas seulement pour l'intégrer dans l'institution, mais c'est aussi de fournir et de s'assurer que ça puisse être transmis aux générations de l'avenir pour que l'apprentissage puisse se produire par toutes ces pratiques de patrimoine culturel et matériel. Et indirectement, vous avez parlé du besoin pour une diversité d'approches. Vous avez dit que pour certains, c'était possible en Colombie, ce n'est peut-être pas possible dans certains autres endroits, mais on a besoin de réactions diverses, une diversité d'approches, n'est-ce pas, pour être capable d'appuyer et de fortifier ce lien entre le patrimoine culturel et matériel et l'éducation. Bon, maintenant, passons à l'Afrique. Il y a Hela Lotsisitska, qui est un professeur à l'Université Rhodes en Afrique du Sud. Vous êtes avez la chaire dans le changement mondial, les systèmes d'apprentissage sociaux au Centre d'apprentissage environnemental de l'Université Rhodes, que vous avez dirigé pendant 15 ans. Vous avez contribué à plusieurs programmes de politique et de recherche et de comités scientifiques et vous mettez l'accent surtout sur l'apprentissage transformatif et la durabilité. Et avec ce travail, vous avez aussi collaboré avec l'UNESCO. Vous avez fait des recherches et des projets sur l'intégration du patrimoine vivant et de l'éducation, vont former les formateurs, travailler avec les institutions et les professeurs, et ainsi de suite. Alors, Hela, que voyez-vous comme étant les forces principales et les avantages d'intégrer le patrimoine vivant dans l'éducation? Et aussi, selon vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on puisse prendre ce travail et le mettre à l'échelle, que ce ne soit pas seulement dans un projet, mais que ça soit intégré dans tous les systèmes éducatifs de la planète? Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Suzanne, et bonjour vos collègues dans la salle et aussi, chers panélistes, je veux vous remercier pour m'avoir invité à cette réunion. Je suis bien désolé de ne pas être là en personne, mais au moins, je suis ici virtuellement à partir de l'Afrique du Sud. Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer en pensant un peu de notre travail avec les formateurs, les professeurs en particulier, mais aussi les professeurs. Bon, moi, je suis dans la faculté d'éducation. Alors, nous, notre travail, c'est surtout avec les éducateurs, les professeurs. Nous formons les professeurs et aussi les professeurs qui ne sont pas souvent reconnus comme étant des professeurs formellement parlant. Nous avons beaucoup travaillé au cours des années avec les professeurs pour les aider, pour qu'ils puissent faire face aux nouveaux défis auxquels nos sociétés doivent faire face dans le monde. Alors, nous sommes devenus très intéressés dans le ODD 4, l'objectif de développement durable 4,7, qui reconnaît que la culture et
fondements de l'éducation transformative et aussi de la durabilité et du bien-être des êtres humains. Alors, c'est un domaine très important à considérer et il faut travailler sur ça avec les professeurs pour comprendre toute la signification de cela. Alors, on a une approche intégrée dans laquelle on reconnaît le rôle important des professeurs dans nos sociétés parce que nos professeurs deviennent aussi de plus en plus sous-estimés. Et nous voyons que les professeurs ont la clé pour l'éducation contextualisée de haute qualité. Mais on remarque aussi qu'ils doivent être appuyés du point de vue systémique. Alors, je veux parler un peu des choses là, bon, les professeurs, mais aussi le soutien systémique dont ces professeurs ont besoin. Alors, ce que nous avons tenté de faire, c'est de gérer ce problème, et je pense que c'est un problème dans plusieurs pays, c'est-à-dire que la culture et le PCI n'est pas intégré dans le système éducatif, non seulement au niveau des politiques, mais aussi au niveau de la pratique. Le PCI, le patrimoine culturel immatériel, est négligé, il est sous-estimé et c'est même méprisé, surtout dans des pays qui ont subi l'impact de la colonisation, comme plusieurs des pays de l'Afrique du Sud. Alors, cette histoire de négligence, si je peux le dire ainsi, d'exclusion et de marginalisation, ont des ramifications pour toutes les activités éducatives dans tous nos systèmes et le travail de tous les éducateurs a un impact aussi sur les processus d'apprentissage. C'est pourquoi c'est si important. Alors, cette négligence a un impact sur les apprenants. Ils ont de la misère à avoir du succès. Et ceci fait que plus des millions d'apprenants qui sont aliénés du système éducatif à cause de ceci. Et selon moi, c'est une crise d'apprentissage dans le monde. Bon, les apprenants apprennent de façon qui sont aliénés de leur culture, de leur famille, de leur communauté et leur mode de vie. Et c'est un problème très grave dans leur système d'éducation. Alors, on s'est rendu compte dans notre recherche que ce n'est pas seulement dans notre société, mais ça se produit partout dans le monde, comme vous l'avez entendu ce matin. Et un des problèmes, c'est que c'est rarement articulé dans les programmes d'éducation et les professeurs doivent enseigner le programme d'enseignement. Leur programme d'enseignement national est mal articulé, mal développé. Eh bien, les professeurs ont un programme d'études appauvri à cause de cela. C'est de cela dont on parle ici. Et bien sûr, ces domaines-là sont absents des systèmes TVET. Bon, il n'y a pas de programme d'études qui ne protège pas le PCI et les fondements culturels de l'apprentissage. Et ceci ne fait pas avancer non plus le développement culturel. Alors, on a trouvé qu'il y a peu de programmes d'études des PCI dans nos universités et il n'y a pas aussi assez d'appui pour faire avancer l'éducation informelle sur les PCI. Alors, il y a un domaine qui est négligé dans tous les systèmes de formation et d'éducation, incluant l'éducation supérieure, l'éducation non formelle. Alors, nous pensons que de mettre l'accent sur le professeur peut nous aider à ouvrir, si on peut dire, cet endroit négligé, ce domaine négligé, et aussi comment combler cette lacune. Alors, une des choses que nous avons vues dans notre travail avec les professeurs, c'est que le pouvoir et le potentiel du PCI ou du ICH en anglais pour avoir une éducation contextualisée est sous-développée. Et ceci fait que les professeurs sont mal préparés pour leur rôle lorsqu'il vient le temps de travailler avec le PCI dans l'éducation et d'avoir l'éducation de qualité contextualisée. Alors, ça exige beaucoup d'innovation dans le travail qu'on fait avec les professeurs, bon, les éducateurs, et aussi, on est toujours surpris par les professeurs, les éducateurs eux-mêmes, dès qu'ils s'impliquent dans la culture et le PCI ou le ICH en anglais, alors que l'école s'ouvre à la communauté et les universités s'ouvrent à la communauté et les écoles professionnelles s'ouvrent à la communauté, eh bien, il y a un enrichissement de la pédagogie et de l'apprentissage qui se produit à chaque fois. Alors, nous, on pense que les professeurs, surtout les éducateurs, il faut mettre l'accent sur eux parce qu'ils sont souvent négligés. Parce qu'on fait des changements de politique, mais on oublie les professeurs qui enseignent à la prochaine génération de professeurs. Et ces maîtres professeurs rejoignent aussi les apprenants. Alors, le système de connexion est très important et il ne faut pas le négliger.
alors que nous faisons ce genre de travail. Et ces professeurs, les professeurs sont entre les deux, sont entre les enfants et les parents, sont entre les écoles et les communautés, entre les systèmes de connaissances et aussi qu'est-ce que la signification pour les apprenants. Le professeur est à cette interface, alors ils ont un rôle très important dans nos sociétés. Alors, ce que nous avons tenté de faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut appuyer les professeurs de façon plus systémique pour faire ce travail important et aussi quelle est la justification et comment est-ce qu'on peut développer cette justification. Alors, des éléments probables de notre travail avec les professeurs, les maîtres de professeurs, sont que d'intégrer le PCI contribue à plus de fierté dans la communauté, un bien-être. C'est aussi très important pour la citoyenneté mondiale, la paix, de même que le développement durable. Alors, c'est très important pour les aspects transformatifs de notre société. Ceci rajoute la pertinence à l'éducation. Bon, ça a déjà été mentionné, on l'a entendu plus tôt aussi. Mais ce qui est important, c'est que ça permet aux apprenants de conceptualiser plus créativement et de façon plus contextualisée et cela permet aussi d'explorer le monde plus large qui les entoure. Et c'est très important, en fait, pour le succès et ce qu'on veut dire par le succès. Alors, je ne pense pas qu'on en parle assez, mais il y a des éléments de preuve que l'ICH, ou en anglais, ou le PCI, peut augmenter la confiance des apprenants, bon, leur capacité d'apprendre, ça fortifie les relations, le développement des valeurs, ça fortifie l'apprentissage émotif, le développement cognitif, la qualité de l'empathie, la joie de l'apprentissage qui est si importante. Mais associé avec tout ceci, c'est que ceci fortifie les réussites des apprenants parce que grâce à la contextualisation de l'apprentissage, étant donné l'éducation aujourd'hui, bon, l'idée de la crise de l'apprentissage, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce fait. Alors, je pense qu'il faut continuer avec le travail d'appuyer les professeurs et de les appuyer pour qu'ils puissent continuer le travail qu'ils font et qu'ils peuvent faire pour fortifier l'éducation de la science, l'éducation de l'environnement, l'éducation des arts, l'éducation du langage avec le PCI, comme on l'a entendu plus tôt dans notre panel de ce matin. Alors, pour ce qui est du systémique, que doit-on faire au niveau systémique? Et bon, nous avons regardé, il y a beaucoup de choses dans un système. Il y a différents niveaux à un système. Alors, je vais rapidement regarder le niveau de la politique. Nous pensons qu'on a besoin de beaucoup plus de militantisme et d'appui sur des politiques et de coopération intersectorielle, surtout entre les ministres de l'Éducation et de la Culture, mais aussi les départements qui sont impliqués avec le développement durable et la paix. Alors, les ministères de l'Environnement, le ministère de la Justice, et ainsi de suite, doivent être impliqués dans ces discussions. On a besoin de fortification des capacités pour l'axe des politiques parce que les politiciens eux-mêmes n'ont pas toujours une bonne idée de l'importance et de la valeur d'intégrer le PCI dans l'éducation à tous ces niveaux. Bon, l'éducation formelle, non formelle, secondaire, postsecondaire. Et il faut aussi qu'on appuie les professeurs pour qu'ils fassent partie du développement des programmes d'études localisés. Pas seulement les décideurs politiques qui font les programmes d'études, mais les professeurs aussi doivent avoir un espace dans ce domaine. Et bien sûr, il y a l'informel, les éducateurs informels, et pour comprendre et reconnaître ces gens-là dans la société. Bon, ceci exige une compréhension politique de ce travail. Et ensuite, si on veut mainstreamer et mettre à l'échelle, Suzanne demandait, bon, il faut qu'on fasse ce travail au niveau des politiques, mais il faut aussi qu'on développe des pratiques au niveau des pratiques. Alors, le travail des professeurs, bon, on a déjà entendu parler aujourd'hui, comment est-ce que les professeurs enseignent le PCI et intègrent le PCI, comment ils traversent les frontières entre le formel et l'informel pour les sphères éducatives, comment ils enrichissent l'expérience en salle de classe avec l'engagement dans les endroits, et comment ils peuvent aider l'apprentissage significatif suite aux engagements avec le PCI. C'est très important. Et ceci implique la transformation de notre concept de l'évaluation et aussi le concept du succès et aussi la qualité. Bon, c'est quoi l'éducation de qualité? Ça ne peut pas seulement être le résultat d'un test. Ça veut dire qu'est-ce qui est important dans la vie des apprenants et dans leur communauté. L'interprète s'excuse, les deux personnes qui parlent en même temps. Oh, je pense que j'ai presque terminé. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Oui, je veux simplement dire, bon, bien sûr,
Il y a beaucoup à dire à propos de l'évaluation et de la pédagogie et plusieurs autres pour lesquels les professeurs sont responsables, mais ultimement, je pense que c'est très important qu'on porte attention aux professeurs. Mais les professeurs, dans tout le système qui lui-même doit se transformer et se centrer sur le professeur, ne pas mettre tout sur les épaules du professeur. Alors, merci beaucoup. Thank you. Merci, merci. Thank you so much, Hela, for this Merci, wonderful, Hela, pour little presentation lecture on cette merveilleuse présentation. Vous aviez tant d'idées en si peu de temps. Bon, toutes les choses qu'on peut faire et conceptualiser tout ce travail de comment on peut intégrer ceci de façon plus durable. Bon, le patrimoine vivant. Dans les systèmes d'éducation, oui, je vois que Ajiba fait oui de la tête, oui. Alors, je présume que vous avez trouvé cela très intéressant, vous aussi, cette expérience de l'Afrique. Alors, merci. Bon, je vais maintenant passer au prochain conférencier, son Excellence M. Samir Adaré du Maroc. Alors, Excellence, vous êtes l'ambassadeur permanent délégué pour le Royaume du Maroc à l'UNESCO. Représentez les intérêts du pays mondialement dans l'éducation, la science, la culture et la communication. Vous avez fait avancer les relations internationales du Maroc et fait la promotion de la coopération dans différents postes depuis 1991, où vous êtes devenu le premier secrétaire à ce moment-là. On a maintenant entendu des voix et des points de vue de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Et vous êtes ici des États arabes. Alors, Excellence, votre pays en particulier a appuyé l'éducation du patrimoine vivant dans l'éducation, entre autres, grâce à l'éducation multilingue et avec la langue maternelle, et en incluant le contenu local dans le programme d'études éducatif. Pourriez-vous nous parler un peu de ces expériences et comment le multilinguisme est très important pour la transmission du patrimoine vivant, aussi dans les contextes d'éducation non formelle? Je vous laisse le micro. Merci, Suzanne. D'abord, je voudrais dire que c'est tout un plaisir et un honneur d'être ici et je voudrais remercier le gouvernement coréen pour cette gentille invitation. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et de voir la gentillesse des Coréens et de vous tous ici. Alors, merci à tous. Bon, alors, moi aussi, j'ai un contexte différent. Je suis un diplomate d'abord et avant tout. Et même si j'avais l'occasion l'année dernière de présider la 17e séance du comité, néanmoins, avec l'expérience et l'immense aide de mon cher ami Tim Burtis, et je voudrais prendre cette occasion pour lui reconnaître ses efforts. Parce que si cette convention va dans la bonne direction, si elle grandit, et si nous avons de plus en plus de pays, d'États qui sont signataires, c'est surtout grâce à lui. Et je voudrais le dire aujourd'hui, le reconnaître publiquement. Et merci, Tim. Bon, alors, ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, c'est que il y a 20 ans, la communauté internationale a reconnu pour la première fois le besoin d'appuyer le type de manifestation culturelle et d'expression qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas eu de cadre juridique de cette grandeur. Aujourd'hui, cette célébration, et je suis bien heureux d'avoir entendu ce que j'ai entendu aujourd'hui parce que nous avons beaucoup appris et je vous remercie parce que vous nous avez donné l'occasion d'échanger sur des sujets très importants, sachant que, comme ça a été dit par Ernesto ce matin, nous sommes encore dans un processus. Nous travaillons encore pour essayer de créer les meilleures conditions pour implanter cette convention très importante pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. Nous avons besoin d'essayer de profiter des contributions de tous. Et en tant que diplomate, je suis très heureux qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Comme je suis l'ambassadeur du Maroc pour l'UNESCO, j'apprends depuis 3 ans. J'étais ambassadeur avant ça pour Bruxelles à Chypre aussi.
et à plusieurs autres endroits, mais ces 3 dernières années, ça a été tout nouveau pour moi et j'ai entré dans un nouveau monde à l'UNESCO en fin 2019. Et depuis ce temps, je suis tombé en amour avec la culture en particulier et surtout avec la culture immatérielle, parce que la culture immatérielle interroge notre humanité. Comme ça a été dit ce matin, ceci reflète et ça nous renvoie à nos sens. Bon, c'est Hazoulet a dit ce matin. Bien sûr, l'immatériel, on l'entend, on le voit, on le sent, on le touche. Mais pour cette humanité, c'est très important et il faut mettre cette humanité dans notre système éducatif, ce qui est très important. Nous avons remarqué, bon, les 2-3 dernières années, que de plus en plus de gens et de pays s'occupent, font attention au patrimoine immatériel, parce que cela reflète notre humanité et c'est de plus en plus important. Et grâce aux jeunes, on peut le voir, bon, dans les médias sociaux aujourd'hui, l'importance qu'ils accordent à l'immatériel, c'est surprenant et ceci s'accroît. Et peut-être qu'éventuellement, ça va être plus important que l'héritage mondial, le patrimoine mondial lui-même. Alors, il faut leur donner. Bon, je ne parle pas de l'argent et des moyens, là, mais ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'argent quand même pour faire leur devoir, parce que ceci va devenir de plus en plus important. Bon, alors à propos de l'éducation, c'est très important de parler d'un des sujets les plus essentiels qui connectent nos identités culturelles de même que notre avenir. C'est bien sûr le patrimoine vivant et l'éducation de qualité. Le patrimoine vivant. Et bon, pour revenir à votre question à propos de ce qui se passe au Maroc, mais le multilinguisme au Maroc, c'est une expérience merveilleuse que nous avons eue. Oh, le patrimoine vivant, qui signifie les pratiques, la connaissance, l'expression artistique, les traditions, ainsi de suite, qui sont transmises de génération en génération. C'est une richesse immatérielle et qui nous permet de créer des liens incassables entre les communautés grâce à la culture, dans l'espoir de fortifier nos expériences humaines diverses. Pour ce qui est de l'éducation de qualité, c'est le fondement sur lequel l'avenir des générations futures est fondé. C'est la clé pour atteindre la connaissance et la conscientisation et de devenir responsable, critique et tolérant. Ces 2 piliers sont essentiels. Ils sont aussi importants pour le développement de nos sociétés et sont intégrés et mutuellement autonomisants. Le préservement du patrimoine vivant dépend essentiellement sur la transmission des habiletés pratiques, soit oralement ou par les démonstrations. L'éducation est le canal par lequel cet héritage vivant est transmis des aînés aux jeunes, ce qui fournit un cadre pour l'apprentissage expérientiel et pratique de ces habiletés traditionnelles, que ce soit dans les ateliers, les salles de classe ou ailleurs, les communautés et à la maison. Ces habiletés traditionnelles sont transmises, revitalisées, préservées et adaptées aux défis du monde moderne. Lorsqu'on enseigne à propos de l'héritage du patrimoine vivant, on fait beaucoup plus que de perpétuer les anciennes pratiques. Nous fournissons en fait aux nouvelles générations une connexion profonde à leurs racines, à leur fierté culturelle et au respect pour la diversité. L'éducation de qualité aussi fait la promotion de la protection et de la reconnaissance des pratiques traditionnelles culturelles, ont la connaissance immatérielle, les habiletés immatérielles qui font partie intégralement des communautés et de leur richesse culturelle, leur identité culturelle, surtout dans un contexte où la modernisation et la mondialisation sont une menace sérieuse. Cette approche éducative fait aussi la promotion de la compréhension mutuelle, du respect de la tolérance pour les traditions et valeurs
de d'autres communautés. Ceci peut permettre aux jeunes d'avoir l'esprit de la créativité et de l'innovation qui leur offre l'occasion d'interagir avec leur culture de façon dynamique et d'imaginer des nouvelles façons de l'honorer et d'agir de façon positive pour la disséminer et la faire évoluer. C'est comme ça que nous forgeons les nouvelles générations qui seront capables de défendre cet héritage, ce patrimoine, et qui comprennent son importance pour les générations à l'avenir de façon inclusive et équitable, libre de toute discrimination. Le pouvoir du patrimoine est dans sa capacité d'encourager le respect pour la diversité et la célébration des différences selon les valeurs universelles. Et c'est l'esprit de la Convention de 2003. L'intégration du patrimoine vivant dans les politiques éducatives et les stratégies éducatives est maintenant une nécessité. Selon moi, les attentes, les besoins des générations de l'avenir, tout en améliorant la qualité et la pertinence de l'éducation et leur appréciation de la diversité culturelle et l'éducation à la paix et la citoyenneté mondiale et le développement durable. Et si vous me permettez, je vais juste changer un peu vers le français, juste pour vous donner quelques pensées durant ces 2 dernières années, et je veux partager avec l'auditoire. C'est juste, on est un peu pressé là, j'ai eu D'accord, des alertes. Non, je voulais S'il vous plaît. juste dire par rapport à la langue, vous m'avez dit tout à l'heure, effectivement, on est passé d'une tradition orale. Vous savez que le Maroc, depuis 2011, ce qu'on a appelé les printemps arabes, a constitutionnalisé une deuxième langue qui est devenue une langue officielle. Et cette langue officielle qui est l'amazigh, et c'est-à-dire qui est couverte par l'ensemble du Maghreb, sachant que les Amazirs, probablement, étaient là bien avant les Arabes, sauf que, effectivement, notre paresse culturelle, notre paresse institutionnelle a fait qu'on a délaissé cette dimension extrêmement importante de notre identité et que nous n'avons pas prise en compte. Et puis, le temps faisant, la pression faisant, nous sommes passés d'une tradition qui est une tradition orale à une langue aujourd'hui qui est devenue officielle, inscrite dans la Constitution du Maroc, ce dont nous sommes extrêmement fiers. Et c'est là où la question éducative par rapport à l'intangible est extrêmement importante. Et je te terminerai par ça, pour assurer la sérénité des sociétés, notamment sur les questions de l'intangible, il faut du courage. Et il faut intégrer l'ensemble des dimensions de notre identité, et notamment les dimensions de l'héritage intangible, pour pouvoir refléter la réalité de la société dans laquelle nous vivons et l'intégrer dans sa globalité dans les cursus scolaires pour que nous ayons des générations montantes complètement sereines et complètement à l'aise dans la réalité de leur identité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur. C'était vraiment, je trouve, un exposé très émouvant, avec pleine sagesse. Et cette belle histoire du Maroc par rapport à l'introduction de la langue amazigh, ça c'est quand même extraordinaire. Et je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de pays de faire peut-être, prendre des mesures pareilles. Mais on a encore une autre interlocuteur aujourd'hui. Donc, c'est M. Yao Ido. Il est le directeur du Bureau international de l'éducation à Genève, en Suisse. Ido et moi, je me permets de le dire, on a commencé à peu près au même moment à l'UNESCO. Et donc, ça fait toujours... J'étais dans le secteur de l'éducation à l'époque, mais après, j'ai changé vers la culture. Mais on a toujours continué de travailler ensemble parce qu'on partage cette passion ou cette conviction que
on va arriver seulement à améliorer la qualité de l'éducation si on rapproche culture et éducation. Et en même temps, on va seulement sauvegarder la diversité culturelle si on travaille ensemble entre les deux secteurs. Et donc, Ido, on est vraiment très contente que, à travers de toi, le secteur de l'éducation de l'UNESCO est aussi présent ici avec nous. Ido, tu as beaucoup d'expérience à l'UNESCO, tu as été dans plusieurs bureaux au siège, tu as dirigé aussi un bureau régional en tant que directeur. Mais actuellement, j'ai pensé que ta présence ici serait particulièrement importante parce que ton institut est responsable pour les curricula ou pour améliorer les curricula, donner conseil au pays dans ce domaine partout dans le monde. Et on aimerait bien poser la question à toi. C'est que selon toi, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour intégrer dans une façon plus durable le patrimoine culturel immatériel dans les curricula? Qu'est-ce qu'il faut faire? À ton avis, quel serait le meilleur chemin qu'on devrait prendre pour arriver à ça? Et aussi peut-être ce que vous faites au bureau de l'éducation pour cette cause. Donc, la parole est à toi et merci encore une fois pour participer à cette panel. Merci beaucoup, Suzanne. Mesdames et messieurs, merci de cette invitation. Je suis désolé que je ne suis pas là en personne. Cependant, je suis très heureux d'être là en ligne. Et c'est l'un des résultats positifs de la COVID, notre capacité d'assister à des réunions depuis n'importe où. Vous l'avez dit, mais je vais parler un peu du Bureau international de l'éducation qui a été créé en 1925. Bientôt, nous allons célébrer le centenaire de cette entité à Genève. Et durant la dernière conférence générale de l'UNESCO, on nous a demandé à travailler sur l'amélioration de la qualité dans les États membres de l'UNESCO par voie de la transformation des curricula. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'intégrer le patrimoine vivant dans l'éducation est une étape clé aux fins de la décolonisation de l'éducation. Durant le sommet de transformation de l'éducation à New York en septembre, Antonio Guterres, durant son discours, a dit que nous devons décoloniser l'éducation, notamment en Afrique. Donc, intégrer le patrimoine immatériel dans l'éducation est important et c'est aussi essentiel à ce que les citoyens soient instruits selon leur propre culture, mais en même temps en étant ouverts au monde moderne. Donc, en Afrique, selon notre recherche, les écoles permettent de promouvoir la culture africaine locale, d'abord par le biais de la langue, un bien patrimonial très important. Lorsque je faisais mes études à l'école primaire en milieu rural en Côte d'Ivoire, on nous a interdit de parler notre langue à l'école. On n'avait pas le droit de la parler. On n'avait que le droit de parler en français. Et si on parlait notre langue maternelle, on a été puni. Et comme nous le savons, la langue, c'est la meilleure façon de transmettre une culture. Et interdire une langue signifie interdire les langues d'une culture et les valeurs d'une culture. Donc, les biens patrimoniaux comme les cérémonies d'initiation, les croyances et pratiques traditionnelles, ces choses ont été vues comme étant primitives. Et donc, pour ceux qui ont assisté à des études formelles,
on commence à oublier l'importance de notre patrimoine local. Pour nous, l'éducation, c'est la meilleure façon de protéger le patrimoine vivant, et le patrimoine vivant est une ressource très riche pour n'importe quel pays qui veut atteindre des objectifs de développement durable. L'un des panélistes l'a déjà dit. Donc, en atteignant le juste équilibre entre l'éducation formelle et l'éducation informelle, ça pourrait nous aider à transmettre le patrimoine immatériel entre générations. Donc, ça va nous permettre de favoriser les choses suivantes. D'abord, ça peut améliorer la qualité de l'éducation en faisant en sorte que les cours soient plus pertinentes. L'un des membres du panel l'a déjà dit. Et il faut aussi que l'école soit liée à la communauté. Dans certaines régions de l'Afrique, lorsqu'on va à l'école, l'école n'a aucun contact avec la communauté. Les immeubles sont très différents des immeubles locaux et les langues sont aussi différentes. Donc ce n'est pas l'école de la communauté. Donc en intégrant le patrimoine vivant dans l'éducation, cela peut nous permettre de concilier l'éducation, les écoles et la communauté. Ça peut aussi nous permettre de promouvoir l'importance de la diversité culturelle et ça renforce le sens de l'appartenance au sein de sa communauté. Finalement, c'est une façon de lier l'expérience élève à son passé. Et concernant votre deuxième point, que faut-il faire? Comme agence spécialisée de l'ONU, l'UNESCO a pour objectif de s'occuper de la transmission du patrimoine vivant. Ça se fait par les cursus scolaires formels et informels. Donc le bureau fait quoi? On s'occupe donc des cursus scolaires et du point de vue de la décolonisation, je me penche sur la création de cursus scolaires autochtones qui valorisent les cultures locales, le savoir traditionnel, le patrimoine tangible et immatériel, et aussi l'utilisation de langues locales comme moyen d'instruction. Et en faisant la promotion de ces cursus scolaires autochtones, on valorise aussi le savoir des parents. Certains parents en milieu rural ont beaucoup de sagesse, mais n'ont aucune occasion de la partager à l'école. Donc l'école est là. Et donc on fait de la promotion de cursus scolaires autochtones permettant aux parents d'avoir voix au chapitre concernant l'instruction de leurs enfants. Mais nous devons leur donner l'occasion de contribuer aux études de leurs enfants. Donc en faisant la promotion de ces cursus scolaires, on permet aussi aux apprenants d'avoir accès aux informations sur les valeurs et cultures locales. On concilie la culture mondiale et la culture locale. Donc, on demande à ce que le patrimoine vivant fasse partie du cursus scolaire officiel et des activités parascolaires. On propose des cursus scolaires plus flexibles pour que l'enseignant puisse contextualiser et faire de la promotion du savoir traditionnel et du patrimoine local par le biais de son enseignement. Parfois, les cursus scolaires sont vraiment très rigides, donc l'enseignant ne peut rien changer. Donc, on demande plus de marge de manœuvre permettant à l'enseignant de particulariser son approche. En Côte d'Ivoire, dans une région, il y a un patrimoine vivant qui s'appelle Tilogo. C'est une cérémonie traditionnelle. Et après cette cérémonie, on dit que l'enfant est devenu femme ou homme.
Donc on passe quelques semaines dans la forêt et donc ceux qui détiennent ce savoir traditionnel se font inviter en salle de classe pour partager le savoir traditionnel et les valeurs qui s'y rattachent. Et jusqu'à maintenant, les résultats ont été très bons. Les jeunes personnes commencent à s'intéresser à cette pratique. Donc c'est l'une des meilleures façons de protéger le patrimoine vivant. On apprend aussi le bâti, qui est un genre d'artisanat, et en faisant des cours de chimie et art, on enseigne l'utilisation de ce textile artisanal. C'est un patrimoine vivant très important de l'Indonésie. Au Mexique, il y a des leçons sur l'identité communautaire comme exemple du patrimoine vivant. Donc, les enseignants sont en mesure d'apprendre cette question du patrimoine vivant. Et une autre chose que fait mon institut, on travaille avec les États membres. On leur demande d'intégrer le patrimoine vivant dans les matières de base. Il faut que ça devienne un sujet du programme scolaire et on demande à ce que les spécialistes de patrimoine soient invités à l'école, leur permettant de partager leurs connaissances. On propose à ce que le patrimoine numérique sur l'information soit plus accessible et plus convivial sur les médias sociaux aux fins des jeunes personnes. Il y a des vidéos et des explications sur l'importance de ces choses pour les enfants. Et donc, en guise de conclusion, les jeunes personnes ne comprennent pas l'importance du patrimoine vivant. Lorsqu'elles seront à l'école, elles pensent que c'est quelque chose de dépassé, de comportement obsolète. Mais si on arrive à leur expliquer la façon dont ce patrimoine vivant peut contribuer à leur éducation, la façon dont il crée un homme ou une femme enraciné dans sa culture, d'après moi, si on arrive à faire cela, les jeunes personnes s'y intéresseront. C'est vraiment une question très importante, susciter l'intérêt des jeunes personnes. Et donc la présence du patrimoine vivant sur les médias sociaux est quelque chose d'essentiel. Donc les choses sur TikTok, LinkedIn, WhatsApp, Facebook et ainsi de suite, ce sont les choses qui sont intéressantes pour les jeunes personnes. Donc comment peut-on optimiser l'utilisation des médias sociaux? C'est essentiel pour ce faire. Merci. Thank you very much. Thank you, Ido, Merci for beaucoup, this Ido. great journey or story Merci about living heritage de and cette excellente education in présentation sur Africa. le That's patrimoine funny vivant et because sur the last l'éducation en sentence is Afrique. sort of bridging the Et panel donc of votre today dernière with tomorrow's phrase panel, which will nous be mène on au living panel heritage de in the demain digital qui environment. portera So we sur will le patrimoine refer vivant back to what en you milieu were just saying, numérique. because I think it's Donc very nous true. allons In fact, revenir à I ce can, que vous disiez. with others also. I know we are. I wasn't strict enough, I think, with time. Donc je n'ai pas été très stricte pour ce qui est de notre But it horaire. was Vous avez so interesting tous and I parlé know, nobody seemed un peu bored trop or longtemps. talk well. I think your presentations were just so strong that I Donc didn't vous want to avez stop you. eu I have d'excellentes a question présentations, for donc je ne voulais organizers. pas vous Can we arrêter. take one Une or two question pour questions, or les is that organisateurs. possible Peut-on with the interpreters avoir and so on? une ou deux questions? Est-ce que c'est toujours Well, possible? let's just do that. If there is, I can take one or two Donc questions. faisons If cela, there's already une one ou over deux there. questions. Donc il y a Ananya, une please. question là-bas. Et Anya, oui. Can you also present yourself, especially for those Pouvez-vous online vous who weren't présenter here pour earlier? ceux qui sont en ligne, Earlier qui panel? n'étaient pas là plus tôt? Bonjour, je viens de l'Inde et je suis employé d'une ONG culturelle.
J'aimerais parler de quelques difficultés auxquelles nous faisons face. D'abord, la question de la langue. Dans beaucoup de nos communautés autochtones, les langues sont orales, il n'y a pas de langue écrite. Donc, ce n'est pas possible sur le plan pratique d'offrir de l'éducation dans ces langues. Donc, ces langues disparaissent. Est-ce que ça a été un problème chez vous? Et une autre question, nos communautés sont très diversifiées. Et donc, nous sommes dans l'époque de la superdiversité. Donc, est-ce que ça se peut que la culture majoritaire sera mise en place aux fins de l'éducation en matière de PCI? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer la parole aux membres de notre panel? Oui, il y en a une là-bas. Donc, en vous passant le micro, peut-être on va demander à nos collègues de répondre à cette question. Et là, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Et là, vous nous entendez? Ah, peut-être il n'est plus là. Ido, est-ce que vous voulez répondre à la question? Yes, I think that the point she raised about the dying of some local languages. Donc, elle parlait de la disparition de langues locales. UNESCO has been working on protecting L'UNESCO essaie de protéger les langues en voie de disparition. C'est le sort de beaucoup de langues. Il y a une langue en Afrique du Sud, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est une langue où on fait ce genre de son. Et il ne reste que 3 personnes qui parlent cette langue. Et ces personnes ont plus de 70 ans. Donc, lors du décès de ces personnes, ça va vouloir dire la fin de cette langue. Donc, il faut que cette langue soit incluse dans l'éducation. Nous voulons favoriser l'éducation multilingue, promouvoir toutes les langues et faire en sorte que les enfants fassent leurs études dans la même langue qui est parlée dans la communauté ou à la maison. En Afrique, 8 enfants sur 10 commencent leurs études dans une langue qui est différente que celle qui est parlée à la maison. Et nous faisons la promotion de l'éducation multilingue, car l'utilisation de la langue maternelle, c'est la meilleure façon de promouvoir le patrimoine vivant. De façon générale, le patrimoine vivant est transféré par ceux qui parlent la langue locale. Et ces personnes ne parlent pas anglais ou français. Donc, si on peut faire la promotion de ces langues, ces personnes pourront se faire inviter pour parler du patrimoine vivant. Ce sont les gens qui détiennent ce patrimoine vivant. Donc, d'après nous, c'est vraiment l'une des meilleures façons de faire en sorte que le patrimoine vivant soit favorisé par le biais de l'éducation multilingue. Merci. Donc, une dernière question avant de clore notre réunion. Mais vous n'avez pas eu le microphone? Une question pour le panel. Je m'appelle Abdou. Je vis près de Brunei. Donc, comment peut-on faire en sorte d'atteindre l'objectif 4 et on veut que ce soit au-delà de l'éducation formelle. L'enseignement de la culture doit être souligné et ça va nous permettre d'atteindre le 4e objectif durable. Donc, si j'ai bien compris, c'est plutôt un commentaire. Merci. Et si vous pourriez venir sur scène et vous pouvez prendre mon micro. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pam. Je viens de Thaïlande. Je suis étudiante en ethnicité et développement.
Ma question s'adresse au directeur Yao, mais il a déjà reçu quelques questions, donc c'est une question qui s'adresse à tous les panélistes. Vous avez parlé du fait que les jeunes personnes ne s'intéressent plus à leur patrimoine vivant. Mais si j'ai bien compris, il faut que le PCI demeure pertinent au sein des communautés, car c'est une question de leur propre identité. Donc, dans le domaine de l'éducation, comment peut-on surmonter cette difficulté des jeunes personnes qui ne s'intéressent pas à leur propre patrimoine vivant, mais en même temps, les adultes et les aînés veulent qu'ils s'y intéressent? Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Merci de cette question. C'est une question très intéressante, mais c'est aussi une question très difficile. Et bien entendu, les apprenants autochtones se trouvent dans ce genre de situation. Je fais face aussi à ce genre de situation. La meilleure façon, c'est d'intégrer les deux cultures. On a parlé de l'élément mondial, on a parlé de l'idée de respecter les pratiques et les cultures des autres. Donc, on s'intéresse beaucoup aux autres cultures et on célèbre toutes les cultures. Donc, l'intégration, je dirais, c'est vraiment la façon de faire. Merci, votre réponse a été très claire. Et donc, merci à tous les membres de notre panel. Une main d'applaudissement. Adriana Mulano, Hela, l'ambassadeur du Maroc, Ido Yao. Merci de ces discussions très riches. Donc, je passe la parole à nos organisateurs. Merci de ces discussions. Elles ont été très inspirantes. Merci de ces discussions de panel. On a parlé de la diversité culturelle et de sensibiliser les gens à l'importance du PCI et son intégration dans l'éducation. C'est quelque chose de très important, notamment en pensant à la promotion de la diversité de la culture immatérielle au cours de la prochaine décennie. Donc, cela dit, nous allons clore la première journée de notre célébration du 20e anniversaire de la Convention. Merci de votre participation aujourd'hui et on se revoit demain matin à 9h30.